FR, nous sommes en 2025 et Chuck Norris relève toujours des défis à 85 ans. Il semble que pour la star de cinéma d'action, l'âge ne soit qu'un chiffre et les fans adorent ça. Qu'il partage simplement une photo de lui et de sa famille en vacances ou qu'il fasse une apparition, Chuck a continué à tenir ses fans informés. Oui, sa vie est maintenant très différente des rôles remplis d'action qui ont fait de lui une légende. Mais il s'en est construit une très satisfaisante, bien au-delà d'Hollywood. Avec une fortune valant des dizaines de millions de dollars, comprenant un ranch qui a sa propre installation d'embouteillage et une collection de voitures qui rendrait jaloux même les millionnaires, Chuck a été occupé, toujours plein de surprises. Et voyons CE qui est nouveau, avec la plus grande star d'action vivante. Avant la gloire et la richesse, tout CE que Chuck savait dans la vie, c'était comment se battre pour survivre chaque jour. Né en 1940 sous le nom de Carlos Ray Norris, il était le nouveau membre d'une petite ville de l'Oklahoma, appelée Ryan, où vivaient moins de 1000 personnes. La famille Norris était très pauvre, si pauvre que leur petite maison n'avait ni salle de bain intérieure, ni électricité. Les hivers étaient si froids que la famille devait dormir avec S&S vêtements. Pendant un hiver en particulier, la famille était si pauvre qu'elle n'a mangé que des haricots et du pain de maïs pendant 47 jours d'affilée. Comme si la dureté de son habitat n'était pas déjà excessive, Chuck est né avec une maladie grave appelée la jaunisse. Et les médecins pensaient qu'il pourrait ne pas survivre, car il ne pesait déjà qu'environ 2-3 kg à la naissance. Mais combattant dès le début, Chuck a vécu. Même sa mère croyait qu'il avait une raison de rester en vie. Pas que quiconque dans cette maison glaciale aurait pu deviner quel serait C.E. but. Le père de Chuck, Ray Norris lui-même, avait vécu une vie assez difficile. À l'âge de 17 ans, il a menti sur son âge pour s'enrôler dans l'armée. Il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et a même survécu à une explosion mortelle pendant la bataille des Ardennes. Mais après son retour à la maison, le traumatisme ne l'a jamais quitté. Cela l'a poussé dans l'étreinte difficile de l'alcoolisme. Au moment où le jeune Chuck avait 9 ans, Ray buvait 2 bouteilles de whisky par jour. Un réveillon de Noël au début des années 1950, il était tellement ivre qu'il a écrasé la seule voiture de la famille contre un poteau. Au cours des 12 années suivantes, Ray a sauté d'un emploi à l'autre, plus de 20 ans au total. Il a travaillé comme mécanicien, chauffeur de bus et chauffeur de camion. Il a traversé presque tous les États d'Amérique et a parcouru des centaines de milliers de kilomètres, mais il n'a jamais gagné beaucoup d'argent. Il travaillait souvent 14 heures par jour et occupait parfois 3 emplois à la fois. Pour subvenir aux besoins de la famille, sa femme travaillait comme serveuse, gagnant $35 par semaine. L'habitude problématique de Ray ne semblait pas aider la famille à sortir de la pauvreté. Et cela, combiné à d'autres facteurs, a conduit les parents de Chuck à demander le divorce. FR. À cette époque, Chuck avait 12 ans et avait déjà assumé une certaine responsabilité. Il contribuait financièrement en acceptant tous les emplois qu'il pouvait. Qu'il s'agisse de distribuer des journaux, de cirer des chaussures ou de travailler dans les champs, Chuck le faisait. Lorsqu'il a obtenu un emploi dans une épicerie où il gagnait $12 par semaine, le jeune garçon devait marcher près de 13 km chaque jour pour se rendre au travail. Après le divorce, Chuck a eu 13 ans, mais son père ne s'est pas présenté et lui a plutôt envoyé par la poste un billet froissé de $5. L'adolescent Chuck a gardé CE billet pendant de nombreuses années pour se rappeler CE qu'il ne voulait jamais devenir. À l'école, il était très calme. Les enseignants disaient qu'il pouvait passer une journée entière sans parler. Il avait un trac terrible et a même vomi avant de présenter un compte-rendu de livre en 7e année. Il a refusé de réessayer et a accepté une mauvaise note. Il bégayait aussi tellement qu'il évitait certaines lettres lorsqu'il parlait. À 15 ans, il ne mesurait que 1,
57 mètres, et pesait moins de 45 kg. Les policiers s'en prenaient souvent à lui. L'un d'eux l'a même poussé dans une flaque de boue devant la fille qu'il aimait. Il était si timide qu'il déjeunait seul dans la chaufferie. Lors de sa dernière année de lycée, le photographe de la classe lui a demandé de s'écarter, ne réalisant pas qu'il était en fait un élève. Chuck remarquera plus tard qu'il était pratiquement invisible pendant S&S années de lycée. Cependant, les choses ont commencé à changer lorsque sa famille a déménagé à Torrance, en Californie. Cette année-là, sa mère a finalement quitté son père pour de bon. La nouvelle vie dans une nouvelle ville n'a pas été plus facile. La famille vivait dans un petit appartement de 2 chambres avec très peu d'argent. Chuck a continué à travailler à temps partiel pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Malheureusement, il avait toujours des difficultés à l'école. Il a échoué à son premier cours d'art oratoire et n'a jamais participé à des sports ou à des clubs. Mais Chuck soulignera plus tard que quelque chose de remarquable s'est produit au lycée. C'est lors d'une des danses de Noël de l'école qu'il a rencontré sa première femme, Diane Olczyk. Chuck avait 16 ans et Diane était une pom-pom girl. Il a trouvé le courage de l'inviter à danser. Cette seule danse s'est transformée en une longue relation. Ils sont sortis ensemble pendant tout an et Chuck a fait sa demande en mariage parce qu'il craignait qu'elle ne le quitte pour quelqu'un qui avait plus d'argent. Fr. Ils se sont mariés juste après son 18e anniversaire. Le mariage était petit, avec seulement 23 personnes. Leurs alliances ont été empruntées et leur lune de miel n'a duré qu'une nuit dans un hôtel bon marché. À cette époque, Chuck s'était déjà engagé dans l'armée de l'air. Et 8 jours après le mariage, il est parti en service. Il s'est engagé dans l'armée parce qu'il se sentait piégé, surtout après que son père ivre ait fait une scène à sa remise de diplôme. Avec seulement $300 à son nom et une nouvelle femme à entretenir, la pression était forte. Et cela a fait échouer Chuck à son premier test militaire. Heureusement pour lui, lors d'une campagne de recrutement, il a été accepté comme policier de l'air parce que c'était l'un des rares emplois disponibles pour les recrues sans formation spéciale. Il a échoué 2 fois au test de conditions physiques et a eu des ennuis 2 fois au cours de S&S 6 premiers mois. Pour quelqu'un qui allait devenir une star de cinéma d'action de renommée mondiale, Chuck ne s'était jamais battu contre personne avant de rejoindre l'armée de l'air. En fait, lors de sa première formation au combat, un adversaire plus petit l'a épinglé en seulement 12 secondes. Mais tout cela allait bientôt changer. Et tout a commencé avec le nom. À la fin des années 1950, Chuck a été envoyé en Corée du Sud, où les habitants avaient du mal à prononcer son vrai nom, Carlos, et ils ont commencé à l'appeler quelque chose qui ressemblait à Chuckles. Son commandant a entendu cela et l'a raccourci en Chuck. C'était la première fois que le nom restait. Chuck a même demandé s'il pouvait conserver son vrai nom sur les registres officiels, mais la demande a été refusée. Les officiers ont dit que les surnoms aidaient au moral. Un soir, se sentant perdu, Chuck est entré dans une école de judo. Un instructeur plus petit l'a battu violemment, mais quelque chose en lui a cliqué. Il est revenu le lendemain et a commencé à s'entraîner sérieusement aux arts martiaux sous la direction d'un maître coréen nommé Kim Bachman. Ce professeur ne l'appelait que Chuck, CE qui signifiait « point fort ». L'art martial qu'il a étudié en Corée du Sud était le Tang Soo Do. Au début des années 1960, son temps dans l'armée était terminé et il est retourné en Californie avec une ceinture noire et un rêve. Après son retour aux États-Unis, il a appris auprès de maîtres de Shotokan, Cheto Ryu, Kenpo américain et Judo. Il a combiné des éléments de chacun pour former son propre style, qui est devenu l'American Tang Soo Do. Pour le travail, il a postulé pour devenir policier. Mais en attendant une réponse, il a ouvert sa première école d'arts martiaux. Fr le jour, il travaillait chez Northrop Aviation,
et la nuit, il enseignait le karaté. En moins de 2 ans, il avait suffisamment d'élèves pour quitter son emploi de jour. C'était un geste audacieux, car peu d'Américains avaient même entendu parler de son style d'arts martiaux, qui était le Tang Soo Do, moins connu. Ces gestes audacieux seraient bientôt récompensés et Chuck a rapidement construit une chaîne d'écoles de karaté à travers la Californie du Sud, finalement plus de 30. Des célébrités comme Steve McQueen, Bob Barker et même Priscilla Presley sont devenus S&S élèves. Avec une famille grandissante, Chuck savait qu'il devait développer S&S Finance. C'est alors qu'il s'est tourné vers les tournois. Au début, les choses ne se sont pas bien passées. Il a perdu des matchs contre Joe Louis et contre Alan Stein aux championnats internationaux de karaté. Il a été vaincu 3 fois par Tony Toulouse et mis KO rapidement par John Camozzi lors d'un autre événement. Mais au lieu de le briser, C&S pertes ont alimenté sa détermination. De retour dans le monde des tournois, tout a commencé à changer. À la fin des années 1960, Chuck a commencé à gagner. Il a vaincu des combattants de haut niveau comme Joe Louis, Skipper Mullins et Steve Sanders. Lors d'un événement, il a même utilisé un lancer de judo pour vaincre un adversaire beaucoup plus âgé, montrant qu'il ajoutait de nouvelles techniques à son ensemble de compétences. Il a de nouveau affronté Joe Louis, mais cette fois, il a utilisé le mouvement et les contres au lieu de rester immobile. À la fin de cette année, il avait battu Joe Louis 3 fois sans une seule défaite. Chuck n'était plus seulement un enseignant. Il devenait un véritable champion. Au début du mois de juin 1967, Chuck a participé à un tournoi de karaté où il a combattu et vaincu 7 adversaires en une seule journée. Son match final était contre Skipper Mullins. Quelques semaines seulement plus tard, il s'est rendu à New York et a remporté une autre grande victoire au Madison Square Garden, battant Steve Sanders. C'est ici que Chuck a rencontré Bruce Lee après avoir remporté l'All-American Karate Open. Bruce était là pour faire une démonstration. Leur conversation s'est transformée en une amitié et plus tard en une rivalité respectueuse. Pendant les 2 années suivantes, ils se sont entraînés ensemble à Los Angeles et même Bruce Lee attribuera plus tard à Chuck le mérite de l'avoir aidé à améliorer S&S techniques de coups de pied. Au début de 1968, Chuck a affronté un jeune combattant nommé Louis Delgado, qui lui a infligé sa taine et dernière défaite en carrière. Plus tard cette même année, ils ont eu une revanche. Chuck a fait tomber Delgado au premier round, mais Delgado est revenu avec un coup de pied qui a fendu la bouche de Chuck. Malgré cela, Chuck a marqué plus de points que lui et a gagné. Certaines personnes ont même dit que Delgado s'était peut-être cassé le bras pendant le combat. Ce soir-là, Chuck est devenu le champion de karaté professionnel poids moyen. En avril 1968, Chuck a défendu son championnat de karaté All-American au Tournament of Champions. C'était un format de round-robin difficile, mais il est quand même sorti vainqueur. La même année, il a également remporté à nouveau les championnats internationaux de karaté et le tournoi national des champions. Le 17 janvier 1970, il a défendu son titre une dernière fois avant de se retirer du combat professionnel en 1974. Au moment où il a pris sa retraite, Chuck n'avait jamais perdu un combat professionnel chez les poids moyens. Il avait complètement changé la façon dont le karaté était perçu en Amérique. En 1973, il a créé le Congrès national de Tang Soo Do. En 1979, il voulait quelque chose de plus grand. Il a donc fondé la Fédération unie des arts de combat, où il a introduit le Chunuk-do, CE, qui signifie la voie universelle. Ce système combinait des techniques de combat solides avec des valeurs d'autodiscipline, de respect et de croissance personnelle. En 2015, il a été officiellement renommé le système Chuck Norris. Avec sa popularité croissante, de nombreuses personnes voulaient apprendre de lui, y compris des célébrités.
SE's école de karaté ont produit plus de 300 ceintures noires. Chuck a même entraîné une équipe de ceintures noires qui est restée invaincue pendant 29 tournois de suite. Son influence en tant que professeur est devenue tout aussi importante que son palmarès de combattant. Steve McQueen, l'un de SE's élèves les plus célèbres, a encouragé Chuck à essayer le métier d'acteur lorsque l'argent était rare. Pourtant, Chuck n'est pas entré à Hollywood en claquant des doigts. Il a dû se battre pour y entrer. À la fin des années 1960, alors qu'il travaillait encore à la Northrop Corporation pour payer les factures et qu'il dirigeait quelques écoles de karaté en parallèle, il avait fait une petite apparition dans The Wrecking Crew, une comédie d'espionnage mettant en vedette Dean Martin. Le rôle de Chuck dans The Wrecking Crew était petit, mais c'était le début de quelque chose de grand. Parce qu'au début des années 1970, Bruce Lee lui-même a appelé Chuck. Bruce avait besoin d'un vrai combattant pour jouer le méchant dans The Way of the Dragon, et Chuck a dit oui. Le film a battu des records à Hong Kong, rapportant des millions et rapportant bien plus de 100 millions de dollars dans le monde entier. Leur scène de combat finale est devenue l'une des batailles les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Ce n'était pas juste du jeu d'acteur. C'était une vraie compétence, une vraie technique et un vrai respect. C'est eux que le public a vus, c'est eux sont deux véritables maîtres des arts martiaux à l'écran. Faire cette bataille de 10 minutes est devenue un classique. Chuck l'a ensuite qualifié de meilleure scène d'arts martiaux jamais filmée, et il est difficile de le contredire. Chuck était passé de cascadeur à star. Pourtant, il ne voulait pas vivre dans l'ombre de Bruce Lee. Il voulait sa propre voie, et quelqu'un d'assez important était déjà disponible pour l'aider à la tracer. Steve McQueen était l'élève de karaté le plus célèbre de Chuck et avait déjà poussé son professeur à poursuivre une carrière d'acteur. Maintenant, il pensait que Chuck avait plus à offrir que de simples scènes de combat. McQueen a encouragé Chuck à prendre des cours de théâtre à la MGM. Chuck a écouté parce qu'il voulait des rôles avec de vraies histoires. Ces changements d'état d'esprit l'a conduit à un petit film appelé Breaker. Breaker en 77. La plupart des acteurs l'auraient refusé parce qu'il avait un petit budget et un réalisateur inconnu. Mais Chuck voulait un rôle principal qui montre plus que de simples points. Le film a surpris tout le monde. Il a rapporté suffisamment d'argent pour prouver que Chuck n'était plus seulement un acolyte. Il pouvait porter un film. 1 an plus tard, il a joué dans Good Guys Wear Black. Le film n'a pas démarré en fanfare. Il est sorti sur seulement 5 écrans à Denver le 2 juin 1978. Les distributeurs ne voulaient pas y toucher, alors les producteurs ont tenté quelque chose d'audacieux. Ils ont loué des cinémas eux-mêmes, ont payé des forfaits et ont conservé chaque dollar provenant des ventes de billets. Chuck a poussé le bouchon encore plus loin. Il a fait une tournée de publicité massive, donnant plus de 2000 interviews en une seule année. Il a travaillé si dur qu'il s'est retrouvé à l'hôpital avec une laryngite. Mais cet effort incroyable a porté ses fruits. Le film a rapporté plus de 18 millions de dollars sur un budget de seulement 1 million de dollars. Même si les critiques ont démoli son jeu d'acteur, le public s'en fichait. Ils ont vu quelque chose de nouveau. Un artiste martial américain dur à cuire sur grand écran, différent des importations de kung-fu de Hong Kong. Chuck a déclaré aux journalistes que son personnage, John T. Booker, était sensible mais mortel si on le poussait à bout. Il voulait être comme Clint Eastwood. Et ses rêves ne semblaient pas si loin lorsque McQueen, son mentor, lui a conseillé « Laisse les costards parler. Concentre-toi sur la présence. » Ce conseil a façonné sa carrière. Après ce succès, Chuck n'a pas ralenti. En 1979, A Force of One est sorti en salle. Il avait un budget modeste d'environ 3 millions de dollars, mais a rapporté jusqu'à 23 millions de dollars. Il jouait un champion de karaté aidant un chasseur de police
et le public a adoré. Ensuite, il a joué dans The Octagon et dans An Eye for an Eye. Les grands studios n'ont pas eu d'autre choix que de le remarquer. Colia Pictures a donné une chance à Chuck avec Silent Rage, qui a été filmé en seulement 30 jours et a rapporté plus de tonnes de dollars. La même année, MGM a envoyé Chuck à Hong Kong pour jouer dans Forced Vengeance qui a rapporté des millions, puis est devenu Lone Wolf McQuade en 1983. Orion Pictures a soutenu le film et les fans ont adoré. À CI Stade, Chuck n'était plus seulement un artiste martial, il était une véritable star de l'action. Le meilleur était encore à venir. En 1984, Chuck a signé un contrat important avec Cannon Films. Son premier projet, Missing in Action, a tout changé. Chuck a dédié le film à son frère, décédé au Vietnam. Le film a fini par si bien marcher qu'ils ont fait des suites. C'est à ce moment-là que Chuck s'est tourné vers les émissions de télévision. Après avoir refusé d'en faire pendant un certain temps, il avait finalement trouvé la bonne émission. Walker, Texas Ranger. En tant que Cordell Walker, Chuck n'a pas eu à chercher l'inspiration de loin. Le personnage lui ressemblait beaucoup, en partie Cherokee, en partie irlandais, un vétéran du Vietnam et un artiste martial. L'émission elle-même a été filmée à seulement quelques heures de la maison de Chuck au Texas. Walker, Texas Ranger, a offert de grandes histoires, des leçons morales indispensables et beaucoup de coups de pied circulaires. L'émission a finalement duré 9 saisons, avec plus de 200 épisodes. Chuck était plus célèbre que jamais, mais sa vie personnelle n'était pas parfaite. À la fin des années 1980, son premier mariage a pris fin, après près de 3 décennies, en partie parce qu'il avait eu une liaison qui avait conduit à la naissance de sa fille, Dana. Pourtant, Chuck n'a pas renoncé à l'amour, et à la fin des années 1990, à 58 Hands, il a rencontré Gina O'Kelly. F.R. Kelly lors d'un dîner. Le lendemain même, elle était sur le plateau de Walker, Texas Ranger, et ils ont rapidement commencé à sortir ensemble. Au début des années 2000, lorsque Chuck avait 61 Hands, ils se sont mariés. Peu de temps après, ils ont été surpris d'apprendre qu'ils attendaient des jumeaux. Au début, le médecin pensait qu'il n'y avait qu'un seul bébé, mais a ensuite révélé qu'il y en avait 2. Chuck a failli s'évanouir sous le choc, mais les 2 enfants sont nés en bonne santé, et Chuck a décidé de prendre du recul par rapport à la réalisation de films pour les élever. On s'attendrait assez que le nom de Chuck Norris soit oublié au fur et à mesure que les années 2010 et 2020 défilent, n'est-ce pas? Ce n'est pas arrivé, car l'ère des médias sociaux a décidé de rendre hommage au seul et unique Chuck Norris avec des mèmes de sa durabilité en tant que combattant inondant Internet. Au milieu des années 2020, la valeur nette de Chuck était estimée à environ 70 millions de dollars. Ces chiffres a surpris les fans, mais Chuck avait fait des choix immobiliers très judicieux, en plus d'autres investissements constants et d'années de revenus en coulisses. Il était également un auteur à succès. Il a écrit surtout des arts martiaux à la politique. Des titres comme Black Belt Patriotism et The Justice Riders se sont bien vendus et ont augmenté S&S revenus. Il a également transformé son image en une entreprise. Il a lancé 2 marques, Seaforth Premium Water et Lone Wolf Ranch Pets. La marque d'eau provient directement de son ranch au Texas. L'entreprise d'aliments pour animaux a été créée avec sa femme Gina et inspirée par leur chien. Ensuite, il y a le Lone Wolf Ranch à Navasota, au Texas. Ce n'est pas seulement sa maison. C'est également là que l'eau Seaforth est mise en bouteille. Le ranch possède une immense usine d'embouteillage, une salle d'entraînement aux arts martiaux et même un lac privé. La propriété couvre des dizaines de milliers d'acres et est conçue pour être autosuffisante, tout comme l'homme lui-même.
Chuck Norris s'est battu pour la vie à sa naissance, et l'homme a continué à se battre jusqu'à qu'il obtienne tous qu'il voulait. Maintenant, il se bat contre le vieillissement, et le connaissant, il gagnerait probablement encore.